Bonjour ou bonsoir, Blowout épisode 6. Une petite aparté, pour les plus assidus, vous l'aurez remarqué, on a fait une toute petite pause, mais rien de grave, les épisodes continuent à être tournés, continuent à être montés, on va en sortir là dans très peu de temps. Et en ce qui concerne l'épisode d'aujourd'hui, on accueille Krusty Cola. Un épisode qui va parler beaucoup du monde du tatouage il y a 15 ans, mais qui va aussi expliquer le tatouage d'aujourd'hui, comment il a évolué, quelles sont les nouvelles questions, les nouveaux problèmes qui sont arrivés, avec des pistes sur comment résoudre ces problèmes, comment traiter ces problèmes. Du coup voilà, épisode 6, bonne écoute. Alors, bonjour tout le monde, nouvel épisode de Blowout. Aujourd'hui, on reçoit Krusty Cola. Alors, comment tu préfères que je t'appelle par ton prénom ou les gens t'appellent Krusty en général? Enfin, comment ça se passe? En général, dans le tatou, tout le monde m'appelle Krusty. Peu de gens savent comment je m'appelle réellement, donc D'accord. voilà. Mais non, mon vrai prénom c'est Arnaud. C'est pas non plus, c'est pas non plus un secret, mais tu peux Non, m'appeler non, Krusty. On m'appelle comme ça. c'est ok, c'est ok, c'est ok. Alors, moi, je suis super content de t'avoir enfin, parce que là, ça faisait quelques temps qu'on en parlait. Et bon, moi, j'ai été pas mal occupé. J'ai subi un léger burn-out, voilà, lié à l'activité, l'absence d'activité, un subtil mélange de tout ça. Et donc j'ai repoussé. Après, j'avais pas mal enchaîné quelques interviews au début, donc c'était bien de faire une petite pause au final. Et puis je remets les pieds dedans avec une bonne énergie là, donc je suis très content de t'avoir. Donc tu es le premier d'une nouvelle salve d'interviews que je lance aujourd'hui. Et, Ok. donc voilà. Alors Krusty, toi, t'es à Bruxelles. Ouais. J'ai eu l'occasion de te rencontrer une toute première fois. Il me semble que tu t'étais pointé chez Atom 22, donc le shop que je tenais avec des copains qui existe toujours. Je sais plus vraiment à quelle occasion c'était, si c'était à l'ouverture ou quoi. On a des Je me demande s'il n'y avait pas un vernissage ou quelque chose comme ça avec Jurk. c'est possible, ouais. Donc toi, t'es tatoueur depuis combien d'années maintenant? Ouf. Depuis enfin mon tout premier tatou, je l'ai fait en 2003. Mais sinon vraiment professionnellement en 2008. En deux mots, en deux mots, non, un poil plus, mais comment t'as atterri toi dedans? Ça s'est passé comment tes premiers contacts avec le tatou? Oula, en 2 mots, ça va être compliqué, c'est plutôt une longue histoire. Ouais, vas-y. Bah, en résumé, en fait, j'ai toujours été, depuis que je suis adolescent, ou même enfant, intéressé et fasciné par le tatouage. À une époque où c'était beaucoup, beaucoup moins courant. Là, on remonte vraiment, fin des années 80, début des années 90. Hem Et en fait, ouais, c'est un truc qui m'a toujours passionné. Chaque fois que je voyais un tatouage, ça me marquait. Et du coup, dès que j'ai eu l'occasion, à 17 ans, je me suis fait tatouer. J'ai commencé par les avant-bras, par, Chad. Chad, Et Chad, ouais, quel... Chad, il travaillait chez Anya Tattoo à l'époque, mais donc en 96, ça remonte à il y a quasi 30 ans. Ouais. Heu, Ça me fait un peu bizarre de me dire: «Ouais, c'était il y a 28 ans», mais bon, voilà, c'est comme ça. Et ouais, hein, on est plutôt jeunes. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, bon, ben, le fait de me faire tatouer, ben, ça a encore renforcé la passion. Et puis j'ai toujours voulu quelque part devenir tatoueur. Mais bon, c'était une autre époque, donc il y avait beaucoup moins de tatoueurs. Alors, On dit premier tatou, c'était quoi? Mon premier tatou, c'était un démon de feu qui sortait d'un zippo. D'accord. À quel endroit du Voilà, corps? l'avant-bras. D'accord, ok. Ah ouais, carrément, toi, t'as signé tout de suite avant-bras. Ouais, bah, en fait, j'avais fait quelques expérimentations avec, mon compas et l'encre de Chine, à l'école. Et je voulais quelque chose de joli plutôt. Et donc voilà. T'as recouvert la bousille au compas ou pas du tout? Ouais, ouais, j'ai recouvert la bousille au compas.
D'accord. Donc, ouais, mon premier tatou, c'était même avant 96, finalement. Ça me Mais, rappelle mon tout premier tatou quand j'avais 14 ans. C'était dans ma chambre avec une aiguille à coudre. Et je m'étais fait un petit home sur l'avant-bras que j'ai ouais. assumé pas mal d'années avant de le faire recouvrir. Ouais, moi, je l'ai pas assumé très longtemps, mais voilà. Tac. Et donc c'était un peu compliqué pour devenir tatoueur à l'époque, il y avait pas internet, il y avait très peu de tatoueurs, les tatoueurs étaient plutôt à garder leur secret pour eux. Mais voilà, mais donc j'ai assez vite acheté une machine à tatouer, mais bon, à l'époque, il y avait pas d'aiguille, pré-stérilisée, il fallait les souder soi-même, et cetera. Donc il y avait toutes des règles d'hygiène à respecter qui étaient pas évidentes. C'est là où j'en parlais dans une de mes vidéos, c'est là où on voit toute l'évolution, c'est la facilité maintenant, avec laquelle on peut débuter dans le métier. C'est qu'à l'époque, si tu avais pas ne fût-ce qu'un autoclave pour stériliser tes aiguilles, tu apprenais pas à les souder et cetera, tu pouvais pas tatouer. Et donc j'avais sympathisé avec un tatoueur qui travaillait avec Chad Arjuna, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, 15 ans plus tard, qui m'avait conseillé, une machine, parce que j'avais réussi, je sais plus comment, avoir un catalogue d'un fournisseur de matos, à la côte belge et en fait, il m'avait conseillé une petite Mickey Sharp et donc je l'ai achetée. Je devais avoir 18 ans, enfin, j'étais un gamin, quoi et je me retrouve sur la côte belge avec un vieux patch qui te vend du matos tatou, un peu un peu biker sur les bords. Très Moi qui bien. savais pas tatouer et et avec son bon accent flamand, je lui demande: «Ouais, mais et comment ça s'utilise?» Et il me dit: «Ouais, de toute façon, tu feras toujours mieux que les punks du centre-ville de Bruxelles». Génial. Voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Finalement, je suis pas vraiment tatoué, à ce moment-là et il se fait on va aller un peu plus loin. J'étais un peu bloqué pour les questions d'hygiène. J'avais pas envie de filer des maladies à des gens, ni à moi, ni aux autres, parce qu'en plus, les années 90, c'était quand même aussi les années sida. On a tendance à l'oublier maintenant, mais bon, c'était un peu la psychose sur la transfusion, sanguine. Et donc, c'est en 2003 que j'ai trouvé un premier apprentissage à Montpellier. En fait, j'étais en vacances là-bas et Montpellier. j'avais fait Montpellier, ouais. Je sais pas pourquoi j'avais pris un dessin avec moi et là, je visitais un peu les tatoueurs du coin et là, il y a un tatoueur qui avait apprécié mes dessins et il m'a dit: «Ouais, si tu veux, je te prends comme apprenti» et là, j'ai fait un premier plus ou moins apprentissage qui a duré 2 mois où j'ai appris à nettoyer les chopes à l'eau de javel. J'ai appris aussi à souder les aiguilles. J'ai appris un peu les bases du tatou, poser des calques et cetera et voilà. Là, j'ai eu l'occasion de faire mon premier tatouage. Ça s'était pas super bien passé, mais voilà. Puis ensuite, Tu te souviens du motif? ouais, c'était, le signe chèvre, soi-disant en indonésien que j'ai tatoué sur un SDF. Voilà. C'est bon. Très bien. Et donc là, tu étais sous la coupe de quelqu'un à ce moment-là. Enfin, Ouais, j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus sur la personne. C'est pas spécialement bien passé, c'était pas forcément D'accord. la meilleure expérience, mais enfin bon, c'était quand même Ça une devait- première expérience. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait des plus ou moins apprentissages, prises de conseils, je faisais toujours le tour des shops et finalement à l'usure, il y a Mister P qui m'a accepté dans son studio, tout début 2008, Ink Addict, à ma campagne à Bruxelles. Et c'est là où j'ai commencé, à tatouer professionnellement, D'accord. temps plein. Très bien. Alors, tu nous as parlé de cette première Mickey Sharps. Du coup, c'était quoi? C'était un liner, une polyvalente? C'était... C'était une polyvalente et D'accord. je crois que j'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois en tatou en plus. C'est pas vrai. Si. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, cette vieille machine? Oh, je l'ai encore, elle est toujours Ah, avec mes autres machines. Je suis un peu collectionneur, donc j'ai jamais revendu aucune de mes machines. J'ai toutes mes machines. moi, je l'ai fait une seule fois. Je m'en voudrais à vie. C'est, Ah ouais, non, j'ai toujours mais j'avais acheté d'autres Mickey Sharp d'un peu des micro DL, un peu meilleure qualité, à une convention, au Canada, la convention de Montréal de 2007. Ouais. tu te rappelles, c'était quel châssis sur cette première Mickey là? Sa première Mickey, c'était un non, je pense que c'était une espèce de micro dial black, qui devait être une série pas chère de Mickey Sharp. Ça devait vraiment être le modèle d'entrée de gamme de Mickey Sharp, à Ouais. l'époque et donc ouais, elle date je crois qu'elle date de 97 ou 98 celle-là, Ah ouais, elle est la numérotée première. combien? Bien. Je pense pas qu'elle ait un numéro celle-là. Ah ouais, d'accord. Ouais.
Je pense, celles que j'ai achetées à Montréal, elles étaient numérotées 12 000, quelque chose. Ok, donc c'était déjà. Là, c'était en 2007, donc c'était déjà quasi 10 ans plus tard, quoi. D'accord, d'accord. Et ok, Dac. Donc, pour resituer un petit peu, officiellement, professionnellement, vers quelle année, quoi? Donc j'ai commencé en 2008, janvier 2008, chez Incadic, puis j'ai ouvert mon studio 6 mois, 7, 8 mois plus tard, Ah ouais? Tendre Fury. Ouais, 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 ouais. La personne chez qui j'ai débuté a fait faillite au bout de 6 mois, mais j'ai toujours été un peu poissard. Et du coup, on s'est retrouvés un peu à 4 sans studio, Arjuna, Mister P, Jurg et moi. Et du coup, Jurg. ouais, ouais, on était à 4 avec Jurg. Ah, excellent. Et ouais, ouais, et ouais, on était une espèce d'équipe assez disparate avec chacun des univers très très différents et des parcours très Oh. très différents, mais c'était super cool. Il faisait déjà de la Euh, BD à l'époque? ah ouais, Jurg à la base, il est dessinateur de BD, hein. Oui, c'est ça. À la base, il est d'abord dessinateur, c'est ça. Ok. Ouais, ouais, il a fait beaucoup de BD pendant. Bah, il a toujours fait de la BD en fait. Ouais, Et après, il a fait un peu de tatou à côté, mais, ouais. à la base, c'est vraiment un super dessinateur de. Un super illustrateur. Bah, on te salue, Jurg, si t'entends ça. Voilà. Voilà, bisous Jurg. Coucou à toi. Ok, trop bien. Donc, ok, et Tendre Fury, qui est quand même un studio dont j'ai pas mal entendu parler dans mes années bruxelloises. Hein, il y a eu une certaine renommée quand même autour de ce shop. Ouais, bah finalement, on était 4 bons tatoueurs. Enfin, au moins 3 des autres, moi, je sais pas. Mais ouais, ouais, bah disons que j'ai eu de la particularité avec Tendre Fury de l'avoir fondé, et d'avoir été en même temps à la fois le boss et l'apprenti. Donc, c'est pas une situation que je souhaite à quelqu'un d'autre, franchement. C'est pas la meilleure, c'est pas le Pourtant, meilleur plan. j'en connais plusieurs qui se sont lancés dans l'aventure des contemporains, on va dire, de cette manière-là. Mais je pense que ouais, à l'époque, c'était quand même un profil un peu dilettante, quoi, hein, de le faire comme ça. Ouais, et puis c'est un peu un concours de circonstances en fait. Moi, avec les boulots précédents, j'avais mis un peu d'argent de côté. Celui qui avait le studio avait fait faillite, et moi, je pouvais avancer les fonds pour louer un local, payer les garanties, faire les aménagements, etc. Et puis, comme l'équipe avait envie de rester travailler ensemble, ben voilà, euh, on est resté avec la même équipe. Mais l'idée, c'était pas de dire ah bah tiens, je suis tatoué, j'ouvre mon shop en étant apprenti en même temps. Et alors, Euh, mais, à l'époque, mais du coup, c'est quelque part ce qui a été cool, je pense, c'est que ça a permis aux 3 autres, le fait que je m'occupe du shop, de se développer pas mal. Moi aussi, j'ai beaucoup appris en leur présence, en leur contact. En plus, comme je t'ai dit, c'est 3 univers très disparates, 3 parcours très disparates, donc c'était hyper enrichissant. Et puis effectivement, ouais, Tendre Fury, on avait beau être très très différents les 4, justement, il y avait un truc qui marchait dans l'équipe et qui a fait que pendant 2-3 ans, on a vraiment bien cartonné, quoi. et à l'époque, tu saurais estimer à peu près le nombre de shops qu'il pouvait y avoir à Bruxelles? Ouais, et quand j'ai ouvert Tendre Fury, on devait être maximum une vingtaine de shops. Waouh. Ouais, ouais, c'est sûr que quand je me suis intéressé au tatou, je crois qu'il y avait 4 ou 5 shops à Bruxelles, de fin des années 90. Je me souviens même du shop de Bruno Kea à Bruxelles, c'est dire. Je savais pas qu'il avait eu un shop à Bruxelles. Bah ouais, je crois qu'il a quitté Bruxelles en 93 ou en 92, un truc comme ça. Ah ouais, une autre Je me époque. souviens, j'étais gamin. Vraiment. Beau ça. C'est beau, c'est Ouais, beau. ouais. Ouais, c'est notre époque. Bah oui, effectivement, Tendre Fury. Après, moi, par rapport aux tatoueurs de l'ancienne génération, de la nouvelle génération, je pense vraiment avoir été le- un tatoueur de transition à ce niveau-là, vraiment. À la fois, je viens du graphisme, pour plein de choses. Je peux être de la nouvelle génération. J'ai grandi avec Internet, etc. Et en même temps, j'ai appris le tatouage à l'ancienne, quand il n'y avait pas encore vraiment Internet, ou en tout cas, on ne parlait pas de tatouage dessus, où il Ok. fallait apprendre à souder les aiguilles et tout ça. Donc ouais, j'ai vu cette transition se passer, quoi. Et alors, à cette époque, c'était quoi un peu tes références tatou est-ce qu'il y avait des artistes qui t'ont marqué, vraiment certains où tu t'as dit, ah, lui, ouah, c'est ça que je veux faire. Enfin, c'était quoi un peu tes références à ce moment-là? Ouais, je pense qu'un des artistes qui m'avait le plus marqué à l'époque, c'est Guy Hutchinson. Ok. Dans sa façon de déjà dans sa façon d'aborder le tatou, le fait d'utiliser des palettes
couleurs qui étaient plus proches de celles qu'on utilisait en infographie que celles qu'on utilisait en peinture. Donc il y avait vraiment cette influence du digital sur le tatouage où il a vraiment été pionnier. Puis ouais, cette possibilité de faire des choses incroyables, en détail et en même temps, cette volonté aussi de casser les codes du tatouage. Ouais, parce que le tatouage, c'était beaucoup plus traditionnel et c'était beaucoup moins artistique et il y avait beaucoup moins de volonté artistique dans le tatouage, dans les années 90 que plus tard, quoi. Et justement, du coup, à l'époque, c'était quoi un peu les motifs que tu tatouais, toi? Heu, Moi, j'ai un peu pris ce qu'on me laissait, à la base, vu que j'avais 3 autres qui faisaient des trucs très bien. Mais, moi, j'ai commencé à faire des choses très cartoon, en fait, parce qu'en plus, j'aimais bien la BD et cetera et donc des choses, ouais, très colorées, très second degré et voilà, j'ai commencé comme ça. Après j'ai évolué avec le temps, mais c'est comme ça que j'ai commencé, en tout cas. Et est-ce que tu fais partie de cette génération qui a quand même dû apprendre à faire plein de choses différentes, du coup, j'imagine, puisque tu... Ouais, bien sûr. Bah, moi, comme je te dis, j'ai vu la transition entre. Mais c'est vrai que je suis de l'ancienne génération. Un bon tatoueur doit savoir tout faire. J'ai vraiment vécu la transition. Un bon tatoueur doit savoir tout faire à un tatoueur, c'est une signature graphique. Mhm. Euh, clairement, ça a changé à ce niveau-là. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de cette transition-là, justement? Enfin, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, par exemple, ça manque un petit peu, la polyvalence dans le paysage, là? Ou est-ce que tu estimes que légitimement, enfin, le tatou a évolué de cette façon-là et qu'il n'y a plus grand-chose à voir avec cet aspect-là du tatouage, quoi? Bah, écoute, déjà, je dirais qu'il y a un premier point, c'est, je discutais avec un vieux gars l'autre jour qui me disait, ouais, dans fin des années 80, il y avait un tatoueur par grande ville en France. C'est qu'à l'époque, tu avais un tatoueur dans ton coin et ouais, il devait savoir tout faire quelque part. Maintenant, il y a tellement de tatoueurs, je vois, à Bruxelles, il y a quasiment un studio de tatouage par pâté de maison. Heu, à quoi ça sert de savoir tout faire? Autant se spécialiser dans quelque chose qu'on maîtrise bien et puis, il y a une telle diversité, de tatoueurs à l'heure actuelle que oui, c'est normal. Après, moi, je trouve ça intéressant que le tatouage, il a acquis ses lettres de noblesse comme ça. C'est qu'il y a des gens qui, je vois quelqu'un comme Yann Black qui a vraiment apporté quelque chose au tatouage et apporté ce regard artistique et dire: «OK, le tatouage, c'est pas que, justement de faire les motifs traditionnels ou des choses clichés, mais au contraire, on peut essayer de faire artistiquement quelque chose d'intéressant» et pour ça, je trouve ça intéressant donc non, je suis assez content que les tatoueurs soient devenus des signatures graphiques et qu'il y ait une ambition artistique, chez certains dans le tatouage. Est-ce que parce que moi, souvent, quand je discute avec d'autres tatoueurs ou même des gens qui sont pas forcément dans le tatou, de par mon regard perso, quand j'ai commencé, bon, vraiment, alors, tatouage, moi, je me suis intéressé très très tôt. Mais on va dire, j'ai commencé à concrétiser réellement cet intérêt pour le tatouage il y a, je dirais, 16 ans environ. Alors moi, je suis d'origine franco-belge, donc j'ai partagé ma vie entre la France et la Belgique. Et à l'époque, j'avais quand même une certaine fascination pour des trucs qui se passaient en Belgique. Et souvent, j'aime à dire qu'il y a une école belge un petit peu dans le tatouage. Est-ce que tu valides ou invalides cette idée qu'il s'est créé quelque chose d'un peu différent en Belgique? Moi, par exemple, de mon point de vue, j'ai l'impression que des villes comme Bruxelles ont fait émerger des styles qui ont ensuite influencé des gens peut-être partout dans le monde, je sais pas, peut-être que j'abuse un petit peu à ce niveau-là, mais on doit quand même, parce que je pense à ça, parce que tu as nommé Yann Black, bon, qui est pas belge, mais qui a eu une expérience en Belgique, et qui a amené quelque chose de particulier dans le tatouage. Est-ce que toi tu penses qu'il y a un peu un style, une école, une manière de développer justement son identité qui est propre à la Belgique? Je pense pas spécialement. Déjà, je trouve que la Belgique, c'est un concept qui est un peu particulier parce qu'il y a une grosse séparation entre, francophones et flamands. Ouais. Et Heu, Bruxelles bah, qui est un pays dans le pays presque. ouais, clairement, en Belgique, tu as la Flandre, Bruxelles et la Wallonie et c'est 3 régions très, très différentes. Pour moi, la Flandre regarde vers les États-Unis, et l'Angleterre, clairement. Tu as vraiment une bonne notion de traditionnel. En plus, historiquement, le grand port, c'est Anvers et les tatouages en Europe occidentale est venu par les ports. Tu vois les 1ers, grands tatoueurs, c'est Hambourg, c'est Anvers, c'est, Rotterdam. Donc, il y a une
je dirais qu'en Flandre, ils sont plus dans la tradition anglo-saxonne du tatouage. Donc, par contre, ce que tu parles, je ne veux pas dire qu'il y a une école belge, mais je vois ce que tu veux dire. C'est qu'il y a un moment, je me souviens de ce moment, c'était en 2006, quand Jeff et Kostek ont ouvert la boucherie moderne. Ils ont été. En fait, Jeff avait un gros studio à tourner et je pense qu'il s'emmerdait à faire tous les mêmes dessins. Et il a rencontré Yann Black qui, lui, éclatait tous les codes du tatouage. Et à un moment donné, il y a cette convergence de talents et qui a créé la boucherie moderne en vraiment 2006. Et j'ai vécu cette époque-là, je vivais à Bruxelles, je traînais dans le milieu du tatou, j'ai vraiment été au premier concert à ce moment-là. Et en fait, il y a une convergence de gens et de talents sur ce studio-là qui effectivement a été à la pointe au niveau mondial de toute cette école graphique de tatouage. Mais non, je ne sais pas si c'est propre à la Belgique, je pense que c'est juste, ça s'est fait en Belgique parce que c'est un carrefour des cultures. Mais c'est un petit point fragile dans le temps qui a duré 2-3 ans où tu as eu Yann Black, Jeff, Kostek, Léa Naon au même endroit, au même moment. Et plus, effectivement, on était plus traditionnel à Tendre Fury, mais on était plus ou moins contemporain de cette période-là. Enfin, Jeff, c'est un bon pote. Mon deuxième tatouage, je l'ai fait à la boucherie moderne. Ouais, il y a eu cette espèce de petite émulation qui a fait que, je sais pas, c'est un peu comme ça dans certaines conventions de tatouage, tu te sens la plupart du temps, les conventions de tatouage, il se passe pas grand-chose, enfin, pas de grand-chose qui sort de l'ordinaire, mais de temps en temps, tu as une espèce de rencontre de gens qui font qu'il y a des influences croisées et qui fait que, ben ouais, il y a un cap qui saute et des gens qui ont des carrières qui changent et même des influences. Effectivement, dans ce sens-là, ouais, il y a cette école graphique qui est apparue avec la boucherie moderne et qui a essaimé un peu partout, quoi. Mais je sais pas si c'est de ça que tu vises. Non, si, t'as plutôt bien répondu. Alors, avec tes mots, ta vision qui est méga, méga intéressante d'ailleurs. Moi, c'est que, en réalité, pendant les premières années où j'ai commencé un peu à tatouer, j'étais vraiment fasciné par ce qui se passait du côté de la boucherie moderne. Et les artistes qui sont passés par là, même ça sortait dans la presse française. À chaque fois qu'on voyait un truc sortir de la boucherie ou des gens qui gravitaient autour, il y avait un truc différent. Enfin, ouais, c'est là que ça se passait, en tout cas, ouais. Ouais. Et je dois avouer que j'ai eu cette énorme chance et honneur d'avoir vécu ça quasiment de l'intérieur, je veux dire. Ouais. D'ailleurs, l'ambiance de l'époque, ça devait être quelque chose, quoi. Ouais. Clairement, c'était pas 2024. Putain. Je vais pas faire le jeu de la nostalgie ou quoi, mais faut reconnaître que, de mon point de vue, ça avait l'air d'être une effervescence incroyable, quoi. Bah, pour moi, cette époque-là, c'est un peu les 70s dans le rock, quoi. Et tu as quel âge, au fait? Excuse-moi, je t'ai pas posé la question. J'ai 45 ans. Ok, ouais, donc toi, t'as vu ce shop émerger. Ouais, tout à fait. Mais c'est même, je dirais que c'est même au premier concert Tattoo Noise Act que j'ai rencontré Mister P, qui était tatoueur. Et en fait, j'avais recroisé à la Convention de Montréal en 2007. Et c'est lui, en me voyant à la Convention de Montréal, en disant, mais c'est quoi ce Gus? Enfin, l'histoire, elle est un peu plus longue que ça, mais en voyant cette convention, qui m'a proposé mon apprentissage, qui a permis d'être tatoueur professionnel dans son shop, etc., qui a initié Tendre Fury et tout ça. Donc, j'ai eu beaucoup de destins parallèles avec la boucherie moderne, sans jamais y avoir travaillé. Il y a eu une influence notable, quoi. C'était le shop le plus influent artistiquement dans la ville, clairement. Enfin, tu l'as dit, bien au-delà. Donc, moi qui étais dans la même ville et qui finalement eu un studio de tatouage à cette époque-là, clairement, on était influencés et deux, même si nous finalement on représentait quelque part les anciens et eux les modernes, parce que nous on était plus dans la tradition, même si avec des gens comme Jurg ou moi, je sais pas si on peut parler de tradition, d'être dans la tradition du tatouage, mais c'est vrai qu'avec des gens comme Mister P ou Arjuna, on était plus traditionnel, mais toujours bienveillant.
Et pour revenir sur Tendre Fury, une question un petit peu annexe. À l'époque, vous faisiez venir des guests un peu? Il y avait des gens qui se déplaçaient jusque chez vous? Ouais, ouais, on a eu quelques guests, ouais. Ok, parce que bon, on va pas, c'est un secret pour personne, mais le guest, ça fait un petit peu partie de la carrière du tatouage et d'une grande possibilité dans ce métier-là. Toi-même, t'as beaucoup guesté dans ces années, enfin, Ouais, ouais, je pense que c'est vraiment le guest, c'est vraiment essentiel, c'est vraiment mon format préféré. J'ai pas mal guesté en France, en Allemagne, en Suède, et 1 ou 2 fois en Autriche. La guest, c'est déjà, je trouve que c'est une des plus belles traditions qui est dans le tatouage. Le fait de pouvoir accueillir des tatoueurs d'ailleurs. C'est le meilleur moyen pour apprendre parce que bon, maintenant, c'est en train d'évoluer, mais il n'y a pas de formation de tatoueur. Donc, comme tatoueur, si tu veux progresser et rencontrer d'autres façons de travailler, en général, tu as pas le temps de le faire en convention. Les relations avec les autres tatoueurs en convention restent superficielles parce que tu tatoues, que ça dure que 2 jours ou 3 jours. En guest, tu as vraiment plus le temps de t'intégrer et puis c'est un super moyen, au-delà du tatouage, de rencontrer une nouvelle culture. Tu visites un lieu, parmi les locaux, pas comme touriste. D'ailleurs, j'ai fait des guests dans des villes où sincèrement, comme touriste, j'aurais jamais été, tu vois? ouais, clairement. Ça, c'est super. Et puis, le tatouage, c'est aussi, faut pas l'oublier, que c'est une forme artistique qui dépend pas de la langue. Et donc, ça te permet de voyager beaucoup plus que d'autres formes artistiques comme la chanson ou l'écriture qui, elles, dépendent de la langue. Et donc, l'avantage du tatouage, c'est d'avoir cette possibilité justement d'aller plus loin. Je te dis, j'ai beaucoup été dans des pays non francophones et je trouvais ça super intéressant, quoi. Pour enchaîner sur un autre sujet qui m'intéresse beaucoup. Toi, aujourd'hui, tu n'es plus tatoueur à 100%. Ouais, je suis plus tatoueur professionnel. Donc, tu as choisi de te former à autre chose. Tu peux nous en dire plus? Suite à quoi? Qu'est-ce qui t'a amené à changer de job? Alors, bah, en fait, en 2018, j'ai eu une grosse hernie discale. Ouais, donc je me suis réveillé un matin, je savais quasiment plus marcher, des grosses douleurs. Bon, je savais plus tatouer non plus. Après, j'ai toujours eu un mauvais dos et le tatouage, ça n'a jamais été une activité qui était bonne pour le dos et bon, j'ai pu tatouer pendant 11 ans professionnellement tous les jours. En sachant que mon dos me disait déjà un peu: «Zut» et quand l'hernie discale est arrivée, bon, bah, j'ai compris que mon dos me disait un peu: «Bah, écoute, Ouais. tu bien gentil, mais mais faut passer à autre chose». Donc c'est à ce moment-là que j'ai arrêté le tatouage. Maintenant, bon, ça reste une passion. Ça m'arrive encore de tatouer. En je Là, je tatoue des potes de temps en temps ou je fais une pièce, j'essaie de et du coup, j'ai aussi ces contraintes de pas pouvoir faire de longues séances. Moi qui aimais bien faire de grandes pièces, ben, du coup, j'ai dû, adapter aussi mon style pour me dire: «OK, comment faire des grandes pièces qui tout en pouvant le faire en 1 ou 2 heures maximum?» Mmh. heu et ça m'a rajouté de nouvelles contraintes, quoi. Et quand tu tatoues, si je dis pas de bêtises, tu vas chez un de tes apprentis, si je dis pas de conneries, hein? Ouais, je vais chez No Regrets, enfin un studio que j'ai fondé en fait, qui s'appelait What the Facts Ouais. et quand j'ai arrêté le tatouage justement, j'ai laissé mon studio à mon apprenti, mais en échange, il me laisse, travailler là de temps en temps. OK, et d'ailleurs, par rapport à ça, bon, comment tu as vécu, toi, un petit peu le deuil de cette profession? Enfin, est-ce que ça a été quelque chose de difficile? Je pense qu'en même temps, j'ai arrêté aussi à un moment où je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à apporter au tatouage. En tout cas, où j'avais du mal à me renouveler. Après moi, je suis quelqu'un qui a tendance à s'embêter donc très vite, donc si je fais pas de nouvelles choses, hem, je peux vite m'embêter. Mais oui, ça m'a déjà comme on l'a évoqué, j'avais des apprentis et je voulais continuer leur formation et ça m'a vraiment empêché de le faire. Donc ça, c'est, plus vis-à-vis d'eux que ça m'a fait chier. Sur le reste, en même temps, j'ai d'abord pensé à mon dos. Faut savoir qu'une hernie discale, c'est douloureux, ça dure longtemps, c'est des crises qui durent des mois. Donc, en général, quand ça t'arrive, la première chose que tu essaies de faire, c'est faire en sorte que tu aies plus mal. La deuxième priorité, c'est d'avoir quand même, de quoi payer les factures à la fin du mois. C'est pour ça que j'ai Bien sûr. changé de profession. Et du coup, ça
déjà faire ces 2 points-là, ça te permet de pas trop, penser, au reste, au deuil etc. C'est Ouais. plus venu dans un deuxième temps. Tu as Heu, réussi à prioriser quand même ta santé avant cette voilà, professionnelle, quoi. voilà. Heu, Maintenant, c'est aussi pour ça que je continue quand même de tatouer de temps en temps. Je pars du principe que, on m'a toujours pris pour un bon technicien en tatou, quelqu'un qui sait faire pas mal de choses et le fait de plus dessiner, plus trop dessiner, le fait d'avoir des contraintes, de santé, et cetera, ça m'a ajouté des contraintes, ça m'a permis aussi de mettre beaucoup plus de contraintes dans mon travail artistique et justement d'avoir de nouveaux challenges artistiques quand je tatoue. Donc finalement, j'essaie toujours de voir le bon côté des choses et de voir ça comme une force et puis bon, il y a pas mal de grands artistes qui ont dû évoluer en fonction de contraintes physiques, et je sais pas, Cézanne, il a une façon de peindre parce qu'il a la cataracte, je crois que c'est Matisse qui s'est mis au collage parce que justement lui aussi il avait des problèmes de dos, il n'arrivait plus à peindre, et ce genre de choses. Et je me suis dit: «OK, voilà, c'est des nouvelles contraintes, et je tatoue avec ces nouvelles contraintes, quoi». Maintenant, le fait aussi d'avoir un boulot sur le côté, ça m'a permis de lever cette contrainte financière, de plus aborder le tatouage, comme on l'aborde en Occident dans le cadre d'une transaction commerciale, mais de me dire: «Bah, OK, voilà, qu'est-ce que c'est, le tatouage? Pourquoi j'aime le tatouage?» Me focaliser sur ce que j'aime. C'est pour ça que je tatoue les potes, parce que Ouais. finalement, pour moi, le tatouage, c'est, la rencontre entre un tatoué et un tatoueur. C'est un peu cliché de dire ça, mais du coup, je me rends compte que ce que j'aime dans le tatouage, c'est à la fois de faire un dessin qui épouse le corps et de passer un bon moment avec un pote. Et pour moi, je me limite, à ça. Je fais peut-être un tatouage par mois, mais par contre, c'est un truc que je kiffe à 120. Et alors, du coup, dans l'évolution de ton style, puisque moi, bon, bah, ça fait quelques temps que je regarde un peu ton taf, mais aujourd'hui, justement, parce que tu continues quand même de produire des trucs, hein, et tu continues d'être aussi actif sur tes réseaux sociaux par rapport au tatouage. Et tu définirais comment le travail que tu fais aujourd'hui? Justement, peut-être, est-ce que le fait de t'être soulagé un petit peu de cette contrainte, de cette urgence commerçante, dira-t-on, ça t'a peut-être permis, enfin, tu me dis si c'est ça ou pas, hein, mais peut-être de te libérer, peut-être un petit peu artistiquement parlant ou... Ouais, clairement, déjà, ça m'a permis de pouvoir, en fait, je tatoue que si j'ai envie de tatouer, tu vois? Je suis pas obligé d'accepter des Et ça, pièces c'est plus luxe, alimentaires. à fond. Donc ça, c'est le luxe. Donc ça me permet de focaliser vraiment sur ce que j'aime. Je travaille plus qu'à main levée, et c'est vraiment l'idée de jouer avec les formes du corps. Après, au niveau du style, en fait, ce que j'aimais bien dans le cartoon et avec l'influence des artistes qui venaient du graffiti, dans les années 90-80, c'est vraiment le travail de la ligne. Et en fait, ch au fur et à mesure de mon évolution, si tu regardes, je suis de plus en plus, focalisé sur le travail de la ligne. C'est pour ça que j'ai été plus dans le rétro cartoon, le cartoon des années 40-30 où il y a vraiment un travail sur les épaisseurs de traits et sur les différences de traits et finalement, j'ai levé la contrainte de faire quelque chose de figuratif et je suis passé dans l'abstrait. J'ai aussi enlevé la contrainte de la couleur, sachant que maintenant je suis plus tatoueur professionnel, ben, j'ai pas le débit qui me permet de rentabiliser des encres de couleur, Ouais, et puis bon, ça me permet aussi d'éviter, toutes les conneries qui se passent avec Reach et l'Union européenne. à fond. Hem Et donc, du coup, je me focalise sur le trait et la deuxième contrainte que je te disais, c'est j'ai une contrainte de temps. Maintenant, je peux pas faire des séances de tatou qui durent plus de 2 heures Ouais. et le fait de travailler sur des traits qui épousent les formes du corps et des formes abstraites qui épousent, l'anatomie, de la personne, ben, ça me permet de faire des pièces, sympas qui me prend plus de plaisir à faire et en même temps de les faire relativement rapidement. Et puis là, j'ai été inspiré de la alors pas du travail parce que au niveau du style, je pense qu'il y a, faut vraiment chercher loin pour dire qu'il y a du point commun, mais sur la façon de travailler de Léa Naon, Ok. qui travaille beaucoup le tracé et qui a vraiment transformé son style pour prendre de la vitesse en tracé et qui arrive à tatouer super vite grâce à ça et c'est un peu vers ça que je vais, sur des choses beaucoup plus abstraites et aussi beaucoup plus, Heu, jazzy, j'ai tendance à dire. Je suis dans mon style, il y a toujours beaucoup de courbes et très peu d'angles. D'accord. Tu as formé beaucoup de personnes? Pas tant que ça et ça a rarement été des grandes réussites, donc je pense pas être un bon maître d'apprentissage.
Alors, je sais pas si je suis pas un bon maître d'apprentissage ou si je suis juste pas bon pour sélectionner les candidats, mais voilà. Le seul avec qui ça s'est vraiment bien passé et dont je suis très fier du parcours, même s'il le doit surtout à lui-même plus qu'à moi, c'est Max Lennart qui, qui bosse vraiment super bien et je dois avouer que ma plus grande fierté, c'est quand j'ai des anciens clients qui se font tatouer par lui et qui disent: «Ouais, c'est ce qui est cool chez lui, c'est qu'il a gardé ton côté humain». Voilà, ça Eh c'est ben, Max, on te salue d'ailleurs. Très bonjour sympathique. Max. Je vais te poser une autre question qui est un petit peu plus, une question un peu signature que j'aime bien poser, même si aujourd'hui c'est plus ton travail de tous les jours. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton setup parfait, genre, même si on en parle avec au passé, je veux dire, quel fut le setup idéal dans lequel tu te sentais vraiment genre, trop bien, tu vois, enfin, la ride parfaite, le faisceau, la machine, enfin, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? OK, bah, écoute, bah, là, je t'avouer que j'ai simplifié et minimisé absolument mon setup. Maintenant, je travaille open, je vais à l'essentiel. Je suis pas quelqu'un qui a été très fétichiste du matériel. Heu, je sais régler une machine à bobine, je sais même pas comment je suis arrivé à régler une machine à bobine, mais j'y arrive assez étonnamment à force d'expérience. Mais je suis pas le gars qui aime bien bidouiller les machines et je serai jamais le gars qui va créer des machines ou ce genre de choses, clairement. Ouais, Sinon, le setup, idéal, hem, à la base, ça a toujours été, un fin liner, souvent une 7 serrée en 0,25. ok. Ensuite un liner plus épais, style un 14, voire un 18 en fonction des projets et puis ensuite un bon petit magnum pour tout ce qui est remplissage et dégradé, quoi. Ok. Toi, t'es plus noir dilué, enfin, par exemple, pour tes grilles, tu dilues toi-même, tu prends des encres déjà, on va dire, diluées, c'est quoi à peu près? Ah non, j'ai jamais utilisé d'encre déjà diluée. Moi, je dois avouer que c'est vraiment à l'instinct. Je prends mon noir, je le dilue 1, 2, 3, 4 fois et puis voilà. Ouais, mais ça, Je compte juste le nombre de fois où je le trempe dans l'eau et puis c'est con, mais ça, c'est un geste qui se perd, en réalité. ouais, bien sûr, moi ouais, mais moi je suis un dinosaure maintenant. Et ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est Mais vrai. ouais, ouais, clairement, après moi je viens du cartoon donc j'ai beaucoup dans mes noirs et gris à l'époque, c'est plus le cas maintenant, mais à l'époque j'utilise beaucoup de gris couleur. Ça D'accord, clairement. ouais. Ouais, ouais, clairement. Ok. Mais je jouais sur la différence, gris couleur, noir dilué, hein. Noir dilué, ok. Style Dans une par même exemple pièce. Ouais, style par exemple, tu crées je sais pas moi, tu as une pièce au style un chrysanthème avec un décor un peu japonisant, par exemple. Typiquement, j'aurais tendance à utiliser du gris couleur dans le chrysanthème pour marquer la différence avec le background qui lui, enfin Ouais, l'arrière-plan qui lui, serait plutôt en noir dilué. ouais, de contre. Heu, sachant que le gris couleur a tendance à donner un truc plus lisse, plus doux, plus mat. Mhm. Là où le noir dilué va donner un truc plus «délavé» entre guillemets. Mais j'aime bien justement jouer avec ces nuances entre les 2. Après, c'est aussi pour ça qu'on me considérait comme un technicien, c'est que et les cartoonistes en général, ils sont assez techniciens parce que justement, ils ont tendance à mélanger pas mal de techniques, quoi. Et à l'époque où tu utilisais, enfin, s'il y a eu une époque d'ailleurs où tu utilisais uniquement des bobines, euh, Ouais, au début. ouais. Quel type de, enfin, par exemple, à quel voltage tu rentrais tes grilles et comment, quelle était ta manière, par exemple, de poser un beau gris dilué? Alors, ouf, c'est une bonne question. Le voltage, faut t'avouer que j'en sais rien, j'ai toujours fait à l'oreille donc Pareil. parf je veux dire, parfois c'était 5, parfois c'était 10, j'en sais rien. J'ai même plus le Je voltage sur mon alim, tu vois. Ouais, tu vois, au début, quand j'ai appris le tatouage, les anciens me disaient: «La machine à bobine» et j'étais là: «Mais comment ça s'utilise?» Surtout que c'est quand même une grosse merde à régler ces machins. Enfin, où c'est génial, hein, je veux dire, je connais des Ouais, tatoueurs, c'est leur passion de régler des machines à bobine picobello et je les admire. Mais au début, on disait: «Ouais, il faut régler ça à l'oreille». J'étais là: «Mais
et ça doit sonner comment je le sais, etc. Et après, 10 ans plus tard, tu te dis, quand tu as un apprenti, tu dis, et qui te demande: «Mais comment ça se règle ce truc-là?» et tu dis: «Ben, à l'oreille», et tu te dis: «En fait, comment l'expliquer, quoi?» Mais ouais, principalement à l'oreille, tu sens bien, et en fait, ça dépend, parce que le voltage, ça dépend des ressorts que tu mets, ça dépend, des bobines que tu as, d'une machine à l'autre. Le voltage, il veut rien dire. Théoriquement, une machine est bien réglée à 7 volts, mais moi, ça a jamais été le cas. Et est-ce qu'il y a eu un moment où tu as commencé à intégrer les rotatives? Ouais, assez tôt, parce que, déjà, c'est plus léger, que le bruit des bobines, ça me tapait sur le système. Et puis, il y a quand même un gros facteur psychologique avec les rotatifs, c'est que quand ta machine, elle fait beaucoup moins de bruit, le client, il a beaucoup moins peur, quoi. Ouais, Donc voilà, et puis bon, en plus, les rotatifs, tu perds pas de temps à devoir les régler, donc voilà. c'est pas faux. Maintenant que En fait, le truc, c'est qu'une machine à bobine, si elle est bien réglée, elle sera bien meilleure qu'une rotative. Le toucher sera meilleur, l'impact dans la peau sera meilleur, de plus grande qualité, il y aura un amorti, Le softness, heu mmh? le softness, comme on dit. Ouais, clairement, là, tu sens qu'il y a une espèce de coussin électromagnétique qui amortit bien l'aiguille, alors que bon, bah, la rotative, c'est toi qui fais l'amorti, c'est ton poignet, quoi. Tout à fait. On va tout doucement switcher sur des questions un poil plus actuelles, plus contemporaines, voire même un poil plus sociales. OK. Qu'est-ce que j'ai une première question, enfin, qu'est-ce que tu penses de la posture du tatoueur? Parce que tout à l'heure, on évoquait le fait qu'à une époque, bon, il y avait moins de tatoueurs, etc. Ça représentait quand même, on va dire, un milieu quand même très alternatif, un peu rebelle. Mmh. Aujourd'hui, bon, ce n'est plus le cas, hein. On peut dire qu'il y a une forme de gentrification du tatouage qui a eu lieu déjà, qui a été amorcée il y a quelques années et qui s'est peut-être encore plus développé par rapport au fait que l'accès aux machines se soit nettement facilité et que il y a de moins en moins d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, il y a plus de personnes qui souhaitent faire du tatouage que de places d'apprentis dans les shops. Euh, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette contradiction qu'il y a pu avoir à l'époque par rapport à quand toi tu as commencé, la scène, l'énergie, les gens, le regard que les gens portaient dessus, et ce que c'est aujourd'hui? Parce que finalement, même si tu n'es plus dans le tatouage, on va dire que tu es quand même actif. On va y venir après, hein, mais voilà, maintenant tu fais des vidéos. Il y a quand même une volonté peut-être de témoigner de quelque chose, d'apporter ton regard. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la posture du tatoueur, et si tu comprends ce que je veux dire de manière un peu plus sociétale? Ouais, 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 OK. Bon, je vais essayer de pas trop faire le vieux con, mais on va essayer. Sois toi. Hem, Bah, écoute, en fait, le tatouage, je vais utiliser un sale mot, mais il s'est banalisé. Heu, voilà, je veux dire, maintenant, il y a autant de studios de tatouage qu'il y a de coiffeurs. Il s'est complètement intégré dans la société. Bah, moi, j'ai vu cette transition quand je me suis intéressé au tatouage, c'était vraiment un truc très, très, underground. Il y avait que les rockers et les méchants garçons qui étaient tatoués. Mhm. Hem, Maintenant, tout le monde est tatoué. Moi, je me souviens, en 96, avec mes tatouages sur les avant-bras, on me dévisageait vachement plus que maintenant avec, des tatous partout, tu vois? Hem, ouais, mais c'est comme ça, je veux dire, Ouais. heu, après, je vais pas cracher dans la soupe. Je veux dire, on personnellement, en tout cas, je vais pas dire pour les autres tatoueurs, mais on s'est quand même battu pour que les tatoués soient mieux acceptés, que le tatouage fasse partie de quelque chose. On s'est battu pour que le tatouage soit reconnu, mais bon, après voilà, on a scié, la branche sur laquelle on était assise. Maintenant le tatouage, s'est banalisé, il est devenu mainstream. Du coup, l'État s'est intéressé au tatouage. Je veux dire, avant, on n'a pas attendu l'État pour avoir des règles d'hygiène ou pour faire différentes choses, et maintenant l'État se mêle de trucs, enfin, il y a par exemple, tout ce qui se fait au niveau de Reach. Je pense va y avoir bientôt les questions des formations de tatoueurs aussi. Je pense que d'ici 10-20 ans, le tatouage, on va l'apprendre en haute école. Il faudra avoir un CAP tatouage, et
et tu vas apprendre ça à l'école. Mhm. Mais du coup, moi, ce qui me marque dans l'évolution, c'est les gabarits déjà des tatoueurs. C'est que, je veux dire, quand j'ai commencé le tatouage, les tatoueurs, c'était quand même tous des putains de grandes gueules, quoi. Mais qui avaient souvent des grosses coronesses et qui venaient pour beaucoup du milieu du biker ou des milieux un peu où il fallait pas avoir peur de se battre, quoi. Euh, Après, effectivement, tu as eu le phénomène hipster et puis les enfants de ça, où maintenant, je veux dire, euh, c'est presque des fragiles maintenant, les tatoueurs. Voilà, après, c'est l'évolution de la société aussi, hein. Je veux C'est dire, marrant de t'entendre dire ça parce que quand, moi j'ai eu quelques occasions de discuter avec toi, j'ai eu l'occasion de te tatouer aussi. Tu es quelqu'un de très doux, de très. ah, mais je suis le tatoueur de transition, moi, je t'ai dit, hein, je suis un pied Ouais, dans ouais, chaque. ouais. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que, j'aime bien cette contradiction, c'est très intéressant. Pardon, je t'ai coupé, mais je trouvais ça. Non, non, mais voilà, mais effectivement, ce qui m'a. Bref, il y a de plus en plus de tatoueurs. Ce qu'il y a, c'est que, comme on en parlait tout à l'heure, l'accès est beaucoup plus facile. Je veux dire, maintenant, tu trouves plein de tutoriels sur YouTube ou sur Internet pour apprendre à bien tatouer. Tu t'achètes des machines sans problème un peu partout. Je veux dire, en plus, depuis l'invention du matériel à usage unique et des cartouches, bah, c'est devenu super easy. Moi, quand j'ai commencé, pour tatouer, il fallait au moins une salle de stérilisation dans un studio de tatouage. Ben, c'était au moins 10 000 balles parce que rien que l'autoclave, il était à 4 000 balles, qu'il fallait avoir un plan stérile et qu'il fallait avoir un bac à ultrasons pour nettoyer les buses, etc. Même quand j'ai commencé, quand tu as une grosse Paul Rogers avec une buse en métal, mine de rien, il faut déjà avoir un bon poignet pour pouvoir l'utiliser. Mais non, avec un petit pen qui fait peut-être 100 grammes, qui fait pas de bruit, c'est beaucoup plus facile, quoi. Euh, donc, donc voilà, il y a cette évolution-là. Ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, comme tout est disponible et facile d'accès, en plus que les gens ont l'impression que c'est super facile et que quelque part ça a été quand même facilité, euh, c'est qu'il n'y a plus le côté transmission. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé le tatouage, il y avait vraiment un concept qu'on appelait le respect des anciens, c'est-à-dire que même si le tatoueur qui là depuis 20 ans, il faisait de la merde en tatou, tu le respectais parce que sans lui, tu sais que tu n'aurais pas été là, même Ouais. si tatoue pas très bien. Et malgré tout, il représentait quelque chose et que tu étais là dans l'affiliation du truc parce que c'était toute une évolution. Maintenant, c'est clair que j'ai l'impression qu'il y a plein de jeunes personnes, femmes et hommes, je ne vais pas faire de discrimination, qui se mettent au tatou, qui pensent déjà tout connaître en ayant fait un tuto sur YouTube et qui ouvrent leur studio et qui font un peu n'importe quoi. Mais en même temps, l'exigence du tatouage aussi est moindre. Quand je vois les jeunes générations, ils font beaucoup de petites pièces assez minimalistes, facilement Instagrammables. Et il y a plus cette recherche de technique dans le tatouage, en tout cas beaucoup moins que pouvait y avoir à l'époque. Euh, mais en même temps, on peut aussi le reprocher à l'ancienne génération d'avoir fait une espèce de course à l'échalote technique et d'avoir rendu le tatouage de plus en plus cher et de moins en moins accessible. Mhm. Et je peux comprendre qu'à côté de ça, il y a des gens qui ont fait des tatouages minimalistes à 50 balles que les gens peuvent se permettre aussi. Donc, Alors, c'est intéressant ce que tu développes parce que moi, je suis quelqu'un d'assez bavard qui adore parler de tatouage avec des vieux comme des anciens. Euh, Bon, je rencontre beaucoup de gatekeepers, tu vois, de gens qui ont une certaine nostalgie, mais en même temps comment dire, une imperméabilité à ce qui se passe dans la nouveauté. Tout comme je rencontre souvent de jeunes artistes qui sont parfois super talentueux et qui foutent complètement à l'amende des anciens, mais qui ont une espèce comment dire, de crainte, de peur, voire même un rejet total d'embrasser un petit peu la tradition. Euh,
C'est dommage, puisqu'en fait, c'est pas comme ça qu'on va faire avancer le tatouage, on va dire, sur une voie plutôt positive, puisqu'en fait, il y a des anciens qui sont toujours là, qui marquent quand même le travail, et puis il y a des jeunes qui dézinguent. Et, enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve un peu dommage le fait que les nouvelles générations, comme les anciennes générations, puissent être parfois fermées, qu'il n'y ait plus cette porosité qu'il peut y avoir. Justement, tu parlais de transmission. Euh, c'est un trait qui a tendance à se déliter, quoi. Ouais, mais je pense que les anciennes générations sont demandeuses de la transition. J'ai plutôt l'impression que les jeunes générations, de par les évolutions technologiques, euh, ont cassé ce besoin de transmission. Hmm. Et qu'est-ce que tu penses de la facilité déconcertante avec laquelle aujourd'hui on peut se fournir en matériel, justement? Est-ce que tu estimes qu'à un moment, il faudrait peut-être, on va dire, rendre l'accès au matériel un peu plus compliqué, comme ça l'a pu être? Enfin, Non, moi je suis plutôt un libertarien, donc liberté absolue. d'accord. Non, c'est l'évolution, je veux dire, tu pourras pas le faire de toute façon. Je veux dire, c'est juste, faut l'accepter et puis je pense pas que ce soit forcément une bonne chose que ça redevienne compliqué, hem et puis ce sera artificiel et puis c'est quoi les conditions? Est-ce qui heu, non, je pense que c'est bien que les choses soient plus accessibles. Quelque part, c'est bien, quelque part on a le paradoxe de la situation, c'est quelque part, collectivement, comme tatoueur, on a réussi. Le tatouage s'est intégré dans la société. Il y a 50 ans, c'était que les renégats qui se faisaient tatouer. Maintenant, c'est quelque chose, c'est un fait admis et culturel et le tatouage est complètement occidentalisé. Hem, tu On pourra pas revenir en arrière là-dessus. Maintenant, ouais, la question c'est, qu'est-ce qu'on l'évolution, ouais, vers où ça va mener. La vraie question, c'est est-ce que quelqu'un comme toi ou comme moi, on a encore un intérêt dans ce que le tatouage devient? Est-ce que les raisons pour lesquelles on a voulu être tatoueur, sont encore là pour qu'on soit encore tatoueur à l'avenir? Ça, je suis moins sûr. Ça, c'est une excellente question. Tiens, je me la pose en même temps que tu l'évoques. Parce qu'effectivement, moi, quand je me suis intéressé dans le tatouage, il y avait justement ce côté un peu sulfureux, le côté un peu bad boy, hein, le côté, le côté on sort de la société. Moi, en plus, j'ai étudié l'informatique, je venais du web design. Le tatouage, pour moi, ça a vraiment été un retour au crayon, au papier, à l'analogique et une rébellion face à, enfin une rébellion, pas une rébellion, enfin pour moi une rébellion, mais vis-à-vis de moi, face à la digitalisation du monde. Là-dessus, je peux pas dire que je m'y retrouve dans le monde moderne, et clairement, le tatouage se standardise. Comme je te disais, ben, à mon avis, dans 20 ans, un tatoueur, c'est, un kid de 18 ans qui va faire un CAP tatouage de 3 ans, qui va sortir avec son diplôme, qui va acheter sa machine, si tu es en France, prendre son numéro ciré et ouvrir son studio et basta, quoi. Comme un coiffeur, comme un cuistot, comme un toiletteur pour chien Bah, et voilà. tu me mâches un peu le travail sur la prochaine question que je voulais te poser, qui était OK. mais c'est très bien. Comment tu vois le tatouage dans 10 ans? Comme je viens de te le dire, hem, je pense qu'il va se normaliser dans le sens où, il va être intégré dans la même merde sociétale que les autres boulots, quoi. Est-ce que tu estimes, parce que bon, moi quand j'ai commencé, genre encadrer les formations, avoir un statut adapté, la question se posait même pas. Mmh. Moi, je fais partie de ceux qui a tatoué, je le reconnais, hein, sans statut pendant de nombreuses années. Après, bon, Ouais, mais c'est inévitable dans notre génération, il y avait rien qui était en place pour le faire. ouais. Je sais que la France et la Belgique, c'est assez différent, malgré qu'il y ait des équivalents entre les pays. Bon, il y a des statuts en Belgique, il y a la Smart. Ensuite, il y a le statut d'indépendant, qui est quand même vachement différent que celui de la France, qui est Fiscalement beaucoup moins intéressant, ouais. beaucoup moins intéressant, toi, tu dis? Fiscalement, ouais. Ouais. Mais je trouve, alors peut-être que je me plante, mais qu'il y a peut-être quand même un regard un petit peu plus respectueux vis-à-vis du public par rapport au statut d'indépendant qu'en France. Parce que quand tu es auto-entrepreneur en France,
il y a quand même on va dire un petit boulet au pied qui est que pour le commun des mortels, je veux dire, par exemple, tu veux louer un appart, tu veux emprunter de l'argent à la banque pour acheter, tu es auto-entrepreneur en France, c'est super difficile, tu vois, super compliqué. J'ai quand même eu l'impression, de par mes rencontres en Belgique, que le statut d'indépendant en Belgique il était un poil plus respecté, qu'il y a quand même une vision un peu genre. Mais parce qu'il y a une différence fondamentale, c'est que en Belgique, le système est beaucoup plus simple qu'en France. C'était soit employé, soit fonctionnaire, soit ouvrier, soit indépendant. C'est les quatre grandes catégories. Il y a peut-être des petites catégories, mais vraiment très peu. Et donc, tous ceux qui n'ont pas un travail sous contrat sont indépendants en Belgique. En France, c'est plus compliqué que ça. Il y a différents statuts. Et si je me souviens, Sarkozy a créé le statut d'auto-entrepreneur, mais c'était pour les bas revenus. Donc, en Oui, France, en France, il y a cette connotation, tu es auto-entrepreneur si tu as des bas revenus. D'ailleurs, si je me souviens bien, tu as un plafond maximum à partir duquel les choses changent. Alors qu'en Belgique, l'indépendant, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que même si tu fais 0 €, tu es déjà taxé comme si tu en faisais 20 000, quoi. clairement. Et donc, par contre, si tu gagnes bien ta vie, tu gardes le statut d'indépendant. Donc, dans l'image collective du Belge, ouais, le statut d'indépendant, c'est le statut des gens riches, en fait, ou des commerçants, des marchands, etc. Et Ouais. c'est pas un statut spécifique aux artisans et aux tatoueurs. Alors qu'en France, c'est un espèce de statut intermédiaire qui permet d'avoir des rabais au niveau fiscal parce que tu n'étais pas supposé gagner beaucoup d'argent. Donc, effectivement, l'image change à partir du moment où on considère que c'est le statut de quelqu'un de riche ou le statut plutôt de quelqu'un de pauvre. Ben ouais, Ouais. il y a toute une imagerie derrière qui se met en place aussi, quoi. Après, en France, ce qui s'est passé, c'est que ce statut d'auto-entrepreneur qui était à l'origine quelque chose qui devait être transitoire vers, comme tu disais, tu parlais des plafonds. Donc, en théorie, à l'époque où ça a été lancé, on disait qu'au bout de 3 ans, par exemple, il fallait passer au modèle d'une entreprise. Seulement, aujourd'hui, c'est un statut qui s'est largement généralisé puisqu'il y a énormément de professions qui ne sont pas considérées par la maison, la chambre du commerce. Maintenant, ça s'est standardisé un petit peu. Donc, ils ont augmenté les plafonds. En fait, ils ont fait en sorte, entre guillemets, que si tu cherches pas à changer toi-même de statut, à avoir une autre forme, un autre statut juridique, que tu puisses faire quasiment toute ta carrière comme ça, alors que les retours sont super négatifs. Hein. C'est-à-dire que tu cotises très peu, t'as aucune couverture sociale. Enfin, c'est vraiment. T'es comme t'es comme un chômeur qui aurait aucun droit, tout en ayant à payer des impôts, que ce soit sur le foncier, que ce soit mensuel, trimestriel. Enfin, tu es taxé sur ton chiffre d'affaires. Donc, ça ne prend pas en compte les dépenses, les loyers, les machins. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on est dans une putain d'impasse. Et c'est pareil, en France, il y a la Maison des artistes. Là, c'est un grand, grand sujet. J'en discutais encore avant-hier avec Olivier Poinsignon dans une interview un live qu'il a fait avec moi. Il y a des questions quasiment d'ordre philosophique qui se posent, puisqu'en fait, il y a toujours la possibilité de s'inscrire à la Maison des artistes, mais le tatouage n'est pas reconnu près d'eux. Par contre, tu peux très bien vendre tes œuvres et dire que tu tatoues gratuitement ou alors d'avoir un statut d'une entreprise plus la Maison des artistes. Enfin, c'est un bordel. Et en fait, on est vraiment dans un truc où, moi, personnellement, aujourd'hui, je souhaiterais qu'il y ait soit une reconnaissance à la Maison des artistes en France, soit un statut réellement adapté, puisque clairement, je déteste ce mot, mais on parle quand même d'une industrie qui génère du bénéfice, qui génère de l'argent, qui est loin d'être un truc underground aujourd'hui, mais il n'y a aucun statut qui correspond vraiment à ça, quoi. Enfin, je sais pas comment c'est par rapport. Ouais, en Belgique, c'est le même problème, c'est que c'est pas reconnu comme un métier artistique. Et du coup, par exemple, nous, en Belgique, on a une TVA de 21% sur le tatouage, alors que si tu vends un dessin, tu as une TVA de 6%, parce que c'est une œuvre artistique. Okay. En plus, tu as une législation sur le droit avantageuse en Belgique qui ne concerne pas les tatoueurs. Sur le droit d'auteur ? Ouais.
Ok. Mais le problème du tatoueur, c'est qu'il est pas très bien représenté. Encore en France, vous avez le SNAT. En Belgique, il n'y a pas vraiment de syndicat qui fasse consensus au niveau belge. Ouais. Déjà, il y a toujours des trucs côté francophone, des trucs côté flamand, et puis Ouais. et même dans chaque communauté, c'est pas forcément un syndicat qui émerge non plus. Donc moi, j'ai assisté une fois ou deux à des manifestations de tatoueurs, soit devant l'Europe, soit devant le gouvernement fédéral belge. C'était Incroyable. ridicule parce qu'on était 20, quoi. Mais ouais, mais c'est comme ça. À partir de ce moment-là, la politique, c'est malheureux, mais c'est toujours des rapports de force. À partir du moment où tu n'arrives pas à créer un rapport de force, tu n'auras rien en ta faveur. Et puis, le deuxième point, c'est que le tatouage, c'est un des rares domaines artistiques qui rapporte vraiment de l'argent à une grande quantité de gens. Et donc, le reconnaître, ça va coûter de l'argent à l'État parce que finalement, c'est au niveau de la fiscalité qu'on voudrait être reconnu. Mais bon, après, je connais pas les statuts en France. J'essaye pas de comprendre parce que ça m'a toujours eu l'air compliqué. Mais en Belgique, quelque part, les histoires de statut sont plus simples, mais la fiscalité est bien lourde. Et je pense pas à ce niveau-là, on aura beaucoup de chance de faire vachement évoluer les choses. Regarde, je vois déjà ce qu'on fait pour les encourage et tous les moyens qu'on essaie de faire bouger. Enfin, qu'on essaie. Je me mets dedans et encore, par rapport je vois qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de faire bouger ça. Et on n'a pas de poids. Tu vois, je veux dire, demain, tu fais grève, tout le monde s'en fout, quoi. Demain, les aiguilleurs du ciel font grève, ben, il n'y a plus d'avions et tout le monde chie, quoi. C'est comme ça. Mais oui, parce qu'effectivement, ça c'est un peu le cheval de bataille du SNAT français en ce moment, c'est ce truc avec les Anchorage. Et là, j'ai vu qu'il y avait eu encore 2-3 soubresauts autour de ces questions-là, puisque de manière assez régulière, il y a des encres qui sont bannies, ensuite réintégrées. Maintenant, il y a toute la question du nickel dans les encres. Enfin, j'ai vu quelques sujets émerger. Il faut que je digue un peu tout ça, puisque j'ai l'impression que il y a de nouveau le débat se réouvre un petit peu autour de certains détails, notamment les recettes. Ouais, ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà c'est qu'il y a les élections européennes, donc le 9 juin, je crois, de mémoire. Donc, je veux dire, c'est tous les débats qui se passent au niveau européen, si on doit les avoir, c'est maintenant qu'il faut les avoir. C'est maintenant qu'il faut demander aux candidats leur positionnement. C'est maintenant qu'il faut se faire entendre. Parce que voilà, c'est au niveau européen, c'est le seul moment où le citoyen peut dire quelque chose, c'est au moment des élections européennes. Après, oui, basiquement, le tatouage a fonctionné en dehors du système. Il faut comprendre que quand tu as une encre qui ne fonctionne pas, où tu as des retours négatifs comme tatoueur, tu le sais, et comme tatoueur, tu rencontres d'autres tatoueurs en convention, et par le bouche à oreille, tu sais très vite quelles sont les encres qu'il faut éviter, quelles sont les encres, les bonnes marques, les mauvaises marques, tout ça, ça marche relativement bien. Mais effectivement, ce n'est pas forcément la façon de fonctionner des universitaires qui veulent des études, qui veulent des machins, qui veulent des broles. Par contre, pour Rich, ce qui s'est passé, c'est que tu as quelques eurocrates qui ont décidé, sans doute un ou deux pays qui a décidé sur un coin de table qu'il fallait appliquer les règles des cosmétiques pour les encres de tatouage, y compris des règles du style, un pigment, il ne doit pas être très durable dans le temps. Pour les cosmétiques, ça se comprend. Pour le tatouage, c'est un peu antinomique. Mais et puis ensuite, toute la structure politique de l'Union européenne qui fait qu'une fois qu'un pays a dit oui quelque part, tout le monde suit et personne n'a les couilles de remettre ça en question jusqu'à ce que ça arrive, jusqu'à ce que ce soit appliqué, quoi. À fond. J'ai lu un truc que j'ignorais, c'est qu'en fait le sigle REACH, ça concerne, alors moi très connement, je pensais que c'était un truc qui concernait uniquement les pigments de couleur, etc. Mais pas du tout. Ah non, c'est REACH. En fait, REACH, c'est une législation qui a été votée en 2016 et qui est la législation sur les produits chimiques. En fait, l'Union européenne a décidé à un moment donné qu'il y avait plein de produits chimiques utilisés dans l'Union européenne dont on ne connaissait pas du tout les impacts sur la santé.
de dire, bah, écoutez, maintenant, tous les produits chimiques, on doit faire une espèce de catalogue, de voir ce qui est nocif, pas nocif, et cetera. Mais sur tous les produits chimiques, que ce soit le détergent, les pesticides, toute la question du glyphosate, c'est REACH, par exemple, tu vois? Ouais. Mais bon, le truc, c'est que c'est des gars, je veux dire, l'ECA qui a fait un rapport sur le tatouage, c'est des gars, c'est des spécialistes de l'utilisation des produits chimiques dans le milieu industriel. C'est pas des Oui. gens qui ont une connaissance du tatouage. Je veux dire, heu, c'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si tu demandais à un architecte d'usine de voitures de choisir la couleur de ta voiture, quoi. Je veux dire, Mmh. c'est pas des gens qui ont des compétences qui sont liées, au domaine. Ouais. Hem, On n'a pas de représentant, on va dire, vraiment officiel de la cause, quoi. il y a quand même, bah, en France, vous avez le SNET qui, avec d'autres associations européennes j'ai l'impression que c'est surtout en Autriche et en Allemagne que ça bouge, ont créé une espèce d'association, de syndicat européen des tatoueurs. Mais effectivement, je ne sais pas dans quelle mesure c'est écouté, À suivre, à à suivre. suivre, hein, mais je suis pas très optimiste. Ouais, moi non plus. Et là, j'ai notamment entendu qu'ils se questionnaient sur, alors attention, ça fait peur, la stérilité des encres. De là à ce qu'un jour, ils se penchent sur la question d'avoir des monodoses d'encre stérile, ce genre de choses. Franchement, je crains que ce soit quelque chose qui tombe un petit peu sur la table à un moment. Ouais, puis tu as déjà la nouvelle norme ISO, qui veulent l'appliquer de plus en plus où Ouais. effectivement tous les 5 ans tu dois repasser ta formation hygiène Ça où y tu est, as ça pas a mal été. de contre ouais, ouais, en France ça a été déjà passé. En Belgique pas encore et où tu as des contraintes supplémentaires dans tes shops de tatouage, et cetera, quoi. Je veux dire, le problème, c'est que en fait, pour l'instant, en tatouage, il y a à peu près, ils estiment à 20 de la population adulte, de l'Union européenne qui est tatouée. Donc, sur 440 millions d'habitants dans l'Union européenne, ça doit faire une petite centaine de millions de gens qui sont tatoués. Donc ça fait quand même un gros paquet de gens. Heu pour l'instant, dans la littérature scientifique, il y a pas de problème très spécifique, dû au tatouage. Il y a quelques allergies, mais ça se limite à ça. Il y a pas de gros dégâts, et je veux dire, il y a pas de problème sanitaire. Donc pourquoi vouloir absolument, essayer de mettre des législations et de la complexité supplémentaire si, ce qui fonctionne, fonctionne bien, quoi? Heu, c'est le sens de la question et c'est juste parce que, je sais pas moi, des eurocrates vont demander à des experts scientifiques, c'est-à-dire des médecins et des machins, qui connaissent rien au secteur et qui vont se dire: «Bah, OK, il faudrait faire ça, ça, ça et ça». Le problème de tout ça, c'est qu'à un moment donné, va se poser la question de, OK, pour être tatoueur, il va falloir 10 000 conditions débiles. Est-ce que c'est encore intérêt de rester dans la légalité? Ben, c'est exactement ce que j'allais dire en fait. On s'expose à un truc, c'est que tout simplement ça, on revienne dans un truc underground au final. Et Ouais, mais personnellement, moi, à la limite, je préférais, quoi. Je trouvais ça plus cool, quand c'était underground, mais ouais, parce que ceux qui essaient d'avoir un business 100% légal, en fait, finalement, c'est eux qui vont être le plus exposés au contrôle, aux contraintes, etc., etc. de toute façon, le but de l'État, au final, c'est de te plumer d'une façon ou d'une autre. Donc, Ça, c'est absolument certain. donc Bon, voilà, plus tu légal, plus tu te feras plumer, quoi. À un moment donné, ça c'est sûr. c'est, Bon, on a vraiment bien digué le sujet. Je suis très très satisfait. On va finir sur un dernier sujet et pas des moindres. C'est ouais. que toi, tu as depuis peu lancé ta chaîne YouTube sur le tatouage. On va Ouais. en parler un petit peu parce que ça c'est une actu quand même cool et c'est un des trucs qui m'a donné envie d'interviewer. Alors raconte un peu pourquoi, comment et quelle forme ça prend là. OK. Bah, écoute, bah, là, quand j'ai arrêté le tatouage, j'ai travaillé pendant 5 ans dans le monde de l'entreprise, qui est une expérience intéressante. C'était exotique pour moi, justement, de travailler avec des gens en costard-cravate, et d'aller dans des endroits, où déjà rien que l'idée d'avoir ma gueule dans ces endroits, ça me faisait rire. C'est génial. Heu
Ouais, j'ai travaillé à un moment donné une semaine dans une tour à La Défense, c'était rigolo, quoi. Mais donc voilà. Euh, Bah, ça m'a permis aussi, comme j'ai beaucoup travaillé avec d'autres pays d'Europe, de voir un peu les différences culturelles aussi. C'est assez rigolo. Euh, mais là, cette année, j'ai décidé de prendre un peu de recul par rapport à ça. J'ai travaillé 5 ans en entreprise. En plus, j'ai eu quelques bons bonus au moment où c'était le Covid. C'est de l'argent, je m'étais dit, j'allais me payer des vacances un peu loin avec. Et je me suis dit, finalement, autant l'utiliser maintenant pour faire autre chose et essayer de développer un autre truc. Et comme je suis à un âge où j'avais envie de transmettre et puis que ça faisait 5 ans que je faisais rien vraiment en rapport avec le tatouage, je me suis dit, tiens, ce serait bien de faire une chaîne YouTube. euh, Parce que c'était pour moi le meilleur moyen de transmettre. Je n'ai pas forcément envie de créer une formation de tatoueur non plus, pour x, y raison. Et donc voilà. Et après, je dois avouer que j'utilise le tatouage plus pour apporter un angle de lecture sur différents sujets. Justement, j'ai fait une vidéo sur est-ce qu'il y a trop de tatoueurs, mais ça me permet de faire un peu prendre du recul à chaque fois et de dire ok, ça parle de crise économique. J'ai fait justement une vidéo sur l'Europe et le tatouage et ça me permet d'expliquer un peu comment fonctionne mal l'Union européenne. J'ai fait aussi une petite vidéo sur ma reconversion professionnelle justement pour c'est quoi la différence entre le monde de l'entreprise, le monde du tatouage. Euh, Surtout que j'ai quand même pas mal de gens qui m'avaient posé à titre privé quand je me suis arrêté et que j'ai fait ma reconversion professionnelle. Il y avait eu pas mal de questions de quelques tatoueurs par rapport à ça, parce que malheureusement, les problèmes de dos chez les tatoueurs, ben, c'est un peu la maladie professionnelle du métier. Et donc voilà, j'ai fait ma petite chaîne YouTube qui basée sur le tatouage, mais finalement qui parle de tout sauf de tatouage, mais via le tatouage. C'est un peu le but de ma chaîne. C'est pas une chaîne où tu verras finalement parler beaucoup des aspects précis de tatouage, mais plutôt se dire, tiens, comme tatoueur, comment tu vois le monde et donner cette grille de lecture-là du monde, quoi, qui je trouve être une grille de lecture originale d'un vieux tatoueur. Et je vois que quelques vidéos ont pas mal de succès chez les vieux tatoueurs. Je sais pas si elles ont du succès chez d'autres personnes, mais je me dis qu'au moins j'ai touché les gens qui me ressemblent. Donc c'est déjà ça. Clairement, oui. Puis je crois que par rapport à ton bagage, je veux dire, tu as toute la légitimité du monde à vouloir le faire, à pouvoir le faire. Et ça apporte une source d'information supplémentaire, un témoignage. Enfin, ouais, c'est super intéressant. Je trouve que c'est une des meilleures manières qu'on puisse faire peut-être pour encourager une réflexion autour de tout ça. Et je veux dire, permettre aussi aux jeunes de comprendre dans quoi ils s'engagent aussi. Hein. Clairement, ouais. En tout cas, beau boulot. Merci. Comment s'appelle ta chaîne? Crusticola, tout simplement. Voilà. Et c'est YouTube, hein, c'est ça? Ouais, sur YouTube. Ok. Bon, excellent. Et écoute, je trouve qu'on a fait un bon. Peut-être s'arrêter là parce que franchement, je trouve qu'on a abordé énormément de points et que tu as eu des réponses super intéressantes, super précises. Alors, je vais te laisser un dernier mot. Est-ce que tu as quelque chose à dire, un petit truc que tu veux nous dire avant? Bah écoute, j'aurais tendance à dire, ce que j'espère, tu me demandais l'évolution du tatouage, c'est que voilà, pour moi, le tatouage a toujours été une passion avant tout. Et quand cette passion s'est émoussée, je me suis un peu éloigné du métier. Quand cette passion revient, je m'en suis approché et j'espère que ça pourra rester une passion pour beaucoup de gens. Bah oui. On va essayer de protéger un peu notre métier quand même. Hein. Voilà. Et merci pour ce podcast aussi. Je veux dire, là, j'ai écouté, je sais pas si j'ai écouté tous les épisodes, mais en tout cas, j'en ai écouté quelques-uns. Et c'est vraiment très intéressant. Et continue comme ça. Écoute, je te remercie. Et puis, on salue bien sûr Loé, ma partner in crime, qui s'occupe de tout en backup, qui fait un super boulot, sans qui cette chose-là n'existerait pas. Et merci beaucoup, Krusty. Et puis, j'espère qu'on se recroisera à Bruxelles dès que possible. Et puis, Bah, quand tu veux, autour d'une bière ou n'importe quelle autre allez, boisson. la prochaine fois, on fait ça. Entendu. Ça,